BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Au sommaire du jour, on va faire le point sur ce que l'on sait du départ de la directrice générale de Binance France, Stéphanie Cabot-Sioras, qui quitte l'entreprise. Et puis, on parlera du gaming Web3 qui est en train d'être régulé en France. Et pour finir, faut-il se méfier des monnaies numériques de banque centrale ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Raymond. Bonjour Grégory. Salut Amaury. Tu es cofondateur et directeur de la recherche chez The Big Whale. Et à distance, avec nous, Adli Takalbataï. Bonjour Adli. Bonjour. Bon, ça va, on t'entend plutôt bien pour l'instant. Président du Cercle du Coin et associé fondateur de Shift Capital. Grégory, je le disais il y a un instant, une nouvelle qui risque de ne pas rassurer ceux qui avaient des doutes à l'égard de Binance France. Après des départs de personnel clés ces derniers mois, on apprend cette semaine que la directrice générale de Binance France, Stéphanie Cabot-Sioras, quitte l'entreprise. Grégory, que se passe-t-il chez Binance France ? En fait, on n'en sait pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une très haute dirigeante qui avait pris ses fonctions il y a à peu près 1 an et demi vient de partir à un moment qui est assez crucial pour l'entreprise parce qu'elle est en train de faire agrémenter son activité en France et en Europe, donc l'agrément PSAN. Elle a déjà l'enregistrement plus léger, mais d'ici 2 ans, il faudra vraiment avoir cet agrément pour avoir le droit de distribuer ses produits en Europe. Le fait qu'elle parte à un moment aussi crucial, forcément, on se pose des questions, notamment à travers les démissions qu'il y a eu notamment aux États-Unis et les affaires judiciaires qui pèsent sur Binance aux États-Unis. Mais on a posé la question à Binance hier quand on a appris la nouvelle avec l'équipe de The Big Whale. Côté Binance, c'est no comment et surtout il laisse entendre que Stéphanie Cabot-Sioras part vers de nouvelles aventures et que c'est à elle d'annoncer où elle va. Voilà. Et du côté de Stéphanie Cabot-Sioras, c'est no comment pour l'instant non plus. Donc voilà, on nous laisse avec beaucoup de questions. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que ça arrive à un moment qui est clé pour l'entreprise et on peut se poser des questions. Et donc ça, c'est le point sur Binance France. Et Binance à l'échelle mondiale, quelle est la santé de Binance France à l'échelle mondiale ? Binance France, c'est une des filiales qui fonctionne le mieux pour le groupe Binance. C'est aussi une des filiales qui est l'une des plus régulées, on le rappelle. Donc cet enregistrement PSAN. Et on va dire que c'est une filiale aussi symbolique parce que Binance France, c'est la première grande filiale régulée dans un grand pays. Donc, sous-entendu un pays avec une régulation stricte et en tout cas reconnue mondialement. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Adli Takalbataï qui est avec nous par téléphone. Rebonjour Adli. On disait donc départ, on apprend cette semaine le départ de la directrice générale de Binance France. Est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus ? J'ai pas envie de dire que c'est la suite logique de ce qui se passe à l'étranger, mais en tout cas, il y a quand même une vague de départ très forte chez Binance. Est-ce que ça augure quelque chose de mauvais dont on ne serait pas au courant ou de poursuites qui arriveraient? Je pense qu'en tout cas, il faut rester méfiant vis-à-vis de ces départs. C'est jamais très très bon signe. Surtout, comme l'a dit Grégory, que Binance essaie en ce moment de s'agrémenter dans toute l'Europe. D'accord. Bon, on va suivre ce dossier de toute façon de très près. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne sait pas tout pour l'instant, donc prudence, voilà. Mais on suivra ça, notamment dans cette émission. Régulation. C'est la bataille du moment à l'échelle mondiale. Grégory, le régime Jonum, c'est bien ça, on dit comme ça ? Oui. Jonum. Pour jeu sur actifs numériques monétisables. Exactement, aussi appelé loi Sorar, a été voté avant-hier soir à l'Assemblée nationale. C'est pour réguler le gaming Web3, Grégory ? Oui, voilà, tout simplement, c'était attendu depuis plusieurs semaines. On sait que la France est en pointe sur ce sujet. Nous sommes encore une fois l'un des pays qui a tendance à réguler le plus rapidement ce genre de sujet. Donc ça peut être bien pour certains, ça peut être mal pour d'autres, mais en tout cas, ça permet d'avancer. Et donc voilà, maintenant, tous les jeux Web3 vont avoir un cadre réglementaire. On sait à peu près ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais déjà, juste un petit rappel, c'est quoi la différence entre un jeu Web 2 et un jeu Web 3 ? C'est quoi, pour que les gens qui nous écoutent voient un peu la subtilité, simplement. Vous avez raison de poser la question. On va pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, un jeu Web 3, c'est un jeu avec lequel on a absolument besoin de NFT pour jouer, et les gains de jeu sont versés en actifs numériques.
tout simplement. Donc la différence, c'est qu'il y a des NFT. Voilà. Donc voilà, c'est qu'on utilise des NFT et qu'on peut gagner des cryptos ou d'autres NFT. Donc il peut y avoir un titre de propriété et donc potentiellement de l'argent qui rentre en jeu. Comment est née cette loi, Grégory? À quel moment on s'est dit tiens, on va réguler? Alors vous le rappeliez très justement à Amaury, il y a cette loi, enfin ce régime, il est surnommé loi Sorare. Hein. En fait, les pouvoirs publics ont vu émerger Sorare autour de 2020, 2021. On se rappelle de l'énorme levée de fonds que Sorare avait fait. Hein. C'était 680 millions de dollars à l'époque. Donc ça avait interpellé, ça cartonnait les NFT à l'époque et le gaming et NFT commençait à bien marcher. Et l'autorité nationale des jeux, hein, donc qui est le régulateur en gros des jeux d'argent en France, hein, FDJ, PMU, les casinos, tout ça. En fait, ils y ont vu vraiment un concurrent à travers Sorare. On ne parle pas de gaming, on parle vraiment d'un concurrent des jeux d'argent, mais qui n'aurait pas vraiment les mêmes obligations que les casinos, FDJ et tous ces acteurs-là. Donc, ils ont interpellé le gouvernement pour réguler, hein, pour faire rentrer dans le cadre ces jeux, de les faire rentrer dans le cadre des jeux d'argent. Finalement, l'inspection générale des finances a décidé qu'on allait créer un régime d'exception aux jeux d'argent et de hasard. Et c'est là qu'on arrive avec ce nouveau régime qui a été voté donc avant-hier soir et qui a été voté dans le cadre de la grande loi sur la sécurisation de l'espace numérique. Bon, très clair, mais justement, qu'est-ce qu'il prévoit concrètement? Est-ce que tu peux nous lister 2-3 mesures? Alors, il y a 3 mesures symboliques. Donc, en gros, les jeux NFT, donc enfin ceux qui accueilleront des joueurs sur leur plateforme, ils devront absolument vérifier l'âge des joueurs quand ils vont se créer un compte. Tout ça, c'est simplement pour s'assurer que les mineurs ne jouent pas à ces jeux-là. Hein. Bah, c'est un peu le cas pour les paris en ligne. Hein, c'est un KYC C'est un KYC. C'est une vérification d'âge. Hein, donc, c'est plus léger qu'un KYC. Et il y aura aussi une autre obligation, c'est si on a des gains et qu'on veut les sortir, là, il faudra absolument vérifier l'identité. Et là, on est sur un vrai KYC. Et la troisième mesure, hein, qui pourra un peu intéresser les gens qui suivent cet écosystème, les influenceurs n'auront pas le droit de faire la promotion de ces services-là s'ils n'ont pas d'option pour restreindre la cible des messages. Par exemple, si vous ne pouvez pas faire, enfin, il faudra faire en sorte que les mineurs ne soient pas exposés à la communication des influenceurs. Donc, sur YouTube, par exemple, quand on publie une vidéo, on peut décider de ne pas toucher les mineurs. Oui, en termes de calendrier maintenant, c'est quoi la suite? On voit que c'est en train de se préciser, que ça se clarifie. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir? Alors là, c'est simplement l'Assemblée et le Sénat qui ont voté chacun de leur côté. Donc là, il va y avoir une commission mixte paritaire hein, pour voir si un peu tout le monde est d'accord. Et après, il y aura des décrets d'application. Et les décrets d'application, bien, ils vont permettre de préciser concrètement comment ces mesures vont être mises en place. Par exemple, la vérification de l'âge, par quels moyens vraiment précisément on l'actionne. C'est ce genre de choses. Et après, bien sûr, ça va passer devant le Conseil constitutionnel. Il y a peut-être un risque constitutionnel, mais bon, on est encore loin de tout ça. Bon, on va suivre ça, mais concrètement, les acteurs Web3, ceux qui sont là-dedans, Sorare par exemple, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette loi-là? Les acteurs comme Sorare, ils sont gros, hein, donc ils peuvent se permettre de payer des services de vérification d'identité et tout. Mais Sorare, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup de petits jeux indépendants qui n'ont pas forcément les moyens de faire ce genre de choses. Et ça peut en fait casser le business model de jeux très très émergents. Ça met une barrière à l'entrée pour des plus petits acteurs? Exactement. Donc c'est pour ça que le curseur a peut-être pas été correctement mis. Ça se discute. Après, il faut protéger aussi les consommateurs, les joueurs. Donc ça se défend aussi de protéger. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une législation de jeux d'argent et pas du tout de gaming, alors que le gaming dépend plutôt de la DGCCRF, enfin tout ce qui est lié plutôt au droit de la consommation. Là, on est vraiment dans le jeu d'argent. C'est ça qui est un peu décevant pour l'univers des jeux Web3. Mais alors, est-ce qu'on n'associe pas les jeux Web3 aux jeux d'argent parce qu'il y a les NFT, parce qu'il y a des titres de propriété qui valent quelque chose derrière? C'est pour ça? Oui, c'est pour ça, bien sûr. Et aussi, pendant le boom des NFT, il y a eu des fortunes qui se sont constituées via les NFT. Il y a eu énormément de spéculation, il y a des gens qui ont perdu beaucoup. Donc en fait, le législateur, il est parti du principe qu'on évoluait dans un milieu où il y avait toujours énormément de spéculation. Là, aujourd'hui, on entend partout, les NFT ont beaucoup baissé. Donc c'est pas tout le temps comme ça. Et à mesure que le marché NFT devient un peu plus raisonné, donc moins spéculatif, est-ce que c'est pertinent de parler de jeu d'argent quand en fait c'est juste quelqu'un qui va revendre l'épée dans son jeu vidéo parce qu'il est plus intéressé à jouer à ce jeu vidéo? On peut se demander si c'est pertinent. Adli, cette loi Sorare, est-ce que tu as pu échanger avec des acteurs du Web3? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, j'ai pas échangé avec des acteurs. Par contre, le milieu du jeu est un milieu qui m'intéresse depuis longtemps.
Et je suis assez étonné de cette décision. C'est intéressant de voir que parfois le législateur peut ou l'administration peut faire en sorte de trouver des solutions quand un acteur commence à être gros et que ça pourrait le menacer. Parce que finalement, on peut se souvenir de la dureté de l'Argel lors de la législation sur le poker, par exemple, qui a obligé les plateformes à ne plus pouvoir offrir accès à des tables internationales, mais que des tables entre Français sous la régulation de l'Argel. Finalement, je suis assez étonné de cette de cette porte qui s'ouvre, parce que la législation du jeu, elle est très 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 restrictive. Donc avoir finalement une réglementation un peu plus accessible sur le jeu peut être très intéressant, le jeu d'argent, je parle. Et je pense que ça peut ouvrir aussi pas mal de perspectives dans les cryptos et même peut-être en dehors des cryptos en quelque sorte si certains acteurs du jeu d'argent utilisent des infrastructures crypto, parce que finalement c'est très corrélé au fait qu'il y ait des jetons, cette loi. Donc finalement n'importe qui pourrait intégrer des jetons. J'ai envie de dire que même la FDJ pourrait faire des jeux avec des jetons. Donc finalement on arrive à un niveau assez intéressant, je trouve, de réglementation sur ce point précis, parce que ça ouvre finalement un secteur qui est d'habitude très très fermé. Grégory, tu nous faisais part il y a quelques instants de ta déception, entre guillemets, du fait que ce soit associé aux jeux d'argent, régulé comme si c'était des jeux d'argent. Mais justement, qu'en disent les acteurs historiques des jeux d'argent? Je voudrais préciser quelque chose par rapport à ce que disait Adli. En fait, les jeux d'argent, même s'ils sont crypto, seront illégaux. En fait, là, il va falloir développer des jeux qui sont des fantasy games, des choses comme ça. Mais un casino crypto, aujourd'hui, en France, est illégal. Et même avec cette loi. Donc en fait, on parle vraiment de gaming. Tout ce qui est vraiment au jeu d'argent, interdit. Et donc là, pour bien comprendre, c'est quoi au final? Ça reste des jeux crypto, Web3, c'est des jeux d'argent, c'est la frontière entre les deux? En fait, il y a des activités qui sont régulées de façon assez claire en France, donc les casinos, les paris sportifs, les courses hippiques. Pour pouvoir exercer cette activité, il faut s'enregistrer comme tel. Mais en tout cas, les jeux Web3 qui veulent rentrer dans le régime Genum ne pourront pas exercer ces activités. Bon, et pour finir là-dessus, qu'est-ce qu'on en dit? C'est positif? C'est négatif? Moi, je trouve que c'est positif quand même, parce que ça montre que la France est quand même apparaît encore comme un leader sur le sujet. Après, il faut voir si ça freinera pas l'innovation dans le secteur. Ça, c'est toujours le risque. Et après, ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'est pertinent de parler vraiment de jeux d'argent, et est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver un modèle un peu hybride? Reste à savoir. Et en tout cas, ce régime ne sera valable 3 ans. Après, on verra ce que ça donne. Adli, on parle tellement de régulation en ce moment qu'on en oublierait presque les monnaies numériques de banque centrale. Est-ce qu'il faut se méfier des monnaies numériques de banque centrale, Adli? J'ai envie de dire que là, l'Europe a fini sa phase d'expérimentation. Elle a rechangé son nom, qui devait être la phase plus ou moins de développement et de test en, je crois, phase de préparation. Donc, finalement, oui, c'est ça. Là, on est en phase de préparation. Ils ont annoncé ça cette semaine, c'est ça, Adli? Voilà. Oui, c'est ça. Oui, donc on change de phase, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de parler du sujet, notamment du sujet de comment les banques centrales veulent s'adapter finalement au nouveau monde en numérisant leur monnaie. Il y a toujours cette question de savoir si ce sera quelque chose d'accessible uniquement aux banques commerciales ou à tout le monde. Il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent autour de ces monnaies-là. Mais la question qu'on peut se poser surtout, c'est est-ce que c'est quelque chose qu'on peut souhaiter pour les citoyens en termes de contrôle, en termes de de traçabilité? Est-ce que ça ne donnerait pas un peu trop de pouvoir aux États qui en ont déjà beaucoup sur nos flux? Et c'est toujours intéressant de voir que les cryptos sont là comme une alternative qui permettent finalement d'avoir une infrastructure monétaire en quelque sorte qui est de l'ordre d'un commun, avec une gouvernance décentralisée, là où, hélas, on a très peu de contrôle démocratique sur les banques centrales. Je donne la parole à Grégory sur ce sujet dans quelques secondes, mais juste à dire rapidement, est-ce que toi, tu vois un avantage pour le consommateur, pour les citoyens, aux monnaies numériques de banque centrale? Est-ce que tu vois un point positif quand même dans tout cela? Il y a un avantage clair, si en tout cas elle est accessible aux citoyens, c'est que le citoyen aurait accès à de la monnaie centrale. Là où actuellement, il a accès à de la monnaie de manière directe, c'est ça, sans passer par une banque commerciale. Oui,
ça c'est quand même un atout. Ça pourrait faire baisser les frais, ça pourrait permettre aussi plus facilement de faire des règlements internationaux, je pense. Donc il peut y avoir pas mal d'avantages en termes de technicité. Mais le problème, c'est vraiment le contrôle à la fois, on va dire, par les citoyens de ce qu'est cette monnaie centrale et cette infrastructure, et aussi le contrôle que ça donne finalement aux États sur nos flux. Grégory, même question que pour la loi Soir. Bien ou pas bien les monnaies numériques de banque centrale du côté des utilisateurs. Il y a du bien et du moins bien. La vérité, elle est toujours un peu nuancée. Moi, le côté négatif, bien sûr, c'est qu'il faut toujours rester sceptique par rapport à cette histoire de surveillance qui est toujours possible. Après, là, on est encore dans l'expérimentation, donc rien n'est acté. Le point positif, en fait, je trouve, c'est que, vous savez, dans de nombreuses petites villes, il y a de moins en moins de distributeurs de billets dans les villes. Il commence à y avoir un vrai problème d'accès au cash. Et en fait, c'est l'euro numérique adressé aux particuliers, c'est simplement une alternative au cash. Donc moi, je vois vraiment un intérêt à ça. En gros, ça serait une forme de système de paiement universel, réservé à l'Europe et qui serait public, à la différence des schemes qu'on appelle comme Visa, comme Mastercard. Donc il y a quand même un intérêt, bien sûr. Il y a un intérêt, mais pour toi, ce serait quoi la plus grosse méfiance à avoir? C'est quoi? C'est la traçabilité? Oui, après, en fait, je pense qu'il faudrait éliminer la traçabilité sur les petites sommes. Par exemple, je sais pas, moins de 100 euros, il faudrait qu'il y ait une fonction cryptographique qui permette vraiment d'anonymiser et qu'au-dessus, après, ça soit traçable, parce que on sait les risques qu'il peut y avoir à transporter énormément d'argent de façon anonyme. Même si moi aussi, j'accorde beaucoup d'importance à la vie privée, il faut, dans un monde numérique, il faut faire très attention aussi à ce que des gens mal intentionnés peuvent faire. Adli, ce serait quoi pour toi la bonne monnaie numérique de banque centrale? Pour moi, elle serait totalement anonyme, avec un code totalement libre, où on peut auditer le fait que c'est totalement anonyme, où on n'est jamais accusé a priori, j'ai envie de dire, mais a posteriori, c'est-à-dire quand quelqu'un fait une enquête sur nous et qu'il y a vraiment un problème, qu'il puisse y avoir des mécanismes qui donnent accès, finalement, qui puissent déchiffrer les transactions anonymes. Et ça existe, c'est ce que les monnaies actuelles qui sont anonymes en crypto, la personne qui détient le portefeuille a toujours le moyen de révéler ses transactions, s'il veut prouver, par exemple, son innocence devant un tribunal. Donc finalement, on a déjà, à mon sens, des infrastructures qui seraient satisfaisantes pour faire ça. Il n'y a pas beaucoup de volonté, hélas, de la part du régulateur et de l'administration d'être sur une anonymisation des transactions. Il y a quand même vraiment une psychose autour de ce sujet. Et moi, je pense qu'elle est absolument, pas inutile, mais quand on voit le nombre de flux illégaux qui existent tout de même dans le système traditionnel, je ne vois pas l'intérêt de tracer, alors les petites transactions encore moins, mais les grosses transactions, je ne pense pas que ce soit par la traçabilité qu'on puisse endiguer finalement les problèmes. C'est plus par la recherche et par le fait de donner plus de finances à la lutte contre qu'on peut arriver, je pense, à de meilleurs résultats. Donc moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, parce que faut jamais oublier que finalement l'idéologie des régimes, elle tourne et elle change. Donc donner des outils de contrôle forts, c'est toujours dangereux si la démocratie s'affaiblit. Et moi, j'ai l'impression qu'elle s'affaiblit en ce moment dans pas mal de pays du monde. Donc j'aurais tendance à vouloir donner le moins possible des outils de contrôle forts aux États et à ce qui est au-delà des États. Grégory, tu veux réagir? Moi, je suis d'accord avec beaucoup de choses que dit Adli, mais en fait tout ça c'est un plaidoyer en faveur de Bitcoin. Bitcoin existe déjà. Bitcoin est une forme de monnaie publique parce qu'il est contrôlé par personne et tout le monde à la fois. Il y a une traçabilité qui est dessus, qui existe. Je pense qu'elle est pas mauvaise, au contraire. Donc en fait, au final, l'euro numérique, c'est juste un nouvel outil en plus que chacun sera libre d'utiliser ou non. Et si on est vraiment si les valeurs propres à la monnaie publique, dans le sens qui appartient à tout le monde, elles vous sont chères, vous prenez Bitcoin. Bon, voilà, ça me paraît clair. Adli, d'accord avec ça? Quelque chose à ajouter? Je pense que, justement, moi je pense que ça serait bien que la monnaie publique obéisse à des valeurs publiques, donc telles que les a définies Grégory, par exemple, pour Bitcoin. Donc, parce que malgré tout, on est forcé de payer nos impôts dans une monnaie spécifique.
Et même d'un point de vue, je veux dire, de cours légal, les commerçants ont l'obligation d'accepter telle ou telle monnaie et tel ou tel moyen de paiement. Donc finalement, tant que le monopole de la violence oblige finalement à utiliser certaines monnaies, si celles-ci ne sont pas libres et communes, j'ai envie de dire, et avec un certain contrôle démocratique, ça me semblerait une petite marche en arrière, parce que pour l'instant, on a malgré tout le cash qui permet de faire des transactions totalement pair à pair et de manière, j'ai envie de dire, anonyme, sans traçabilité. Adli, lors de ton dernier passage dans cette émission, on avait parlé des Real World Assets. Donc, je le rappelle, des actifs réels transformés en entités numériques représentées sur une blockchain. Ça permet de transmettre et d'échanger ses droits de propriété par l'intermédiaire d'un token. Adli, question simple, est-ce que c'est le meilleur support de preuve de propriété qui existe ? Alors, moi, je pense que de nos jours, clairement, pour revenir sur ce qu'on disait la semaine dernière, mais c'est vraiment le meilleur support de propriété qu'on a parce qu'il est programmable, il est en quelque sorte infalsifiable et il peut avoir des règles totalement transparentes. Donc ça peut, ça peut épouser absolument tous les schémas de propriété dont on peut avoir besoin. À la fois, parfois il y a des clauses de conditionnalité dans des pactes d'associés ou même dans l'achat d'une maison. Donc finalement, on pourrait avoir une structure totalement numérisée des contrats. Avec les progrès, j'ai envie de dire, de l'IA générative, on pourrait même imaginer que n'importe qui puisse facilement lire le code derrière finalement ces types de propriétés et donc les interpréter en langage courant de manière fiable et sans aucun intermédiaire entre guillemets dans cette traduction, ce qui permettrait à chacun de pouvoir se saisir de ces outils. Je pense qu'on est vraiment qu'au début de cette transformation et qu'on risque d'avoir vraiment une numérisation de beaucoup de types de propriétés dans les années à venir. Grégory, les Real World Assets, c'est un des cas d'usage les plus importants entre les cryptos et le monde réel, entre guillemets, aujourd'hui. Je suis persuadé, mais c'est peut-être même le cas le plus important. C'est là où il y a le plus de perspectives, selon moi. Et pour que les gens qui connaissent pas vraiment le secteur imaginent bien, en fait, c'est aujourd'hui, il y a énormément de titres de propriété qui sont encore uniquement sur papier. On peut parler des titres, de l'immobilier, on peut parler des titres d'entreprise, de petites PME. Là, en fait, du jour au lendemain, on peut tout mettre sur la blockchain et ça fluidifie tout. La liquidité est meilleure. C'est mieux pour les acheteurs, c'est mieux pour les vendeurs. Ça va plus vite, ça coûte moins cher. Bref, c'est très intéressant. Mais c'est quoi, comment on pourrait l'expliquer à des gens qui est pas totalement saisis ? C'est quoi ? C'est une sorte de cotation en temps réel, un peu comme si on pouvait transformer en action cotée un peu tout et n'importe quoi. On pourrait tout coter. On pourrait potentiellement tout coter et mettre sur la blockchain. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne sont pas vraiment bien insérées dans le système financier. Du coup, il y a énormément de temps de latence. Ça coûte cher. Là, on peut réduire énormément les obstacles. Adli, dernier mot là-dessus. Qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette tokenisation d'actifs prenne encore plus d'ampleur que ce qu'elle n'est aujourd'hui ? Moi, je pense que pour l'aspect financier, ce dont vous parlez, que tout soit coté, etc., c'est la marche d'après. C'est beaucoup d'autres problématiques. En revanche, le fait de simplement pouvoir numériser et actionner des contrats de manière fiable, infalsifiable, sans que ça coûte trop cher et de manière assez facile, ça va pouvoir permettre déjà beaucoup de choses. Mais moi, je pense que le principal sujet, c'est réussir à ce que des grands acteurs commencent à proposer ce format, que les wallets deviennent de plus en plus accessibles et que finalement on ait aussi peut-être de plus en plus de normalisation et de recommandations de la part des États et des régulateurs sur comment bien tokeniser et que ce soit poussé en fait par les États. On a une super réglementation là-dessus où on peut facilement émettre un titre de propriété sur une blockchain. C'est pas le cas partout. Donc l'idée c'est de réussir à, je pense, éduquer sur le sujet et rendre plus simple l'utilisation et la création de ce genre de titre de propriété. Grégory, 2 mots très très rapides. Oui, je voudrais juste rappeler que la titrisation qui est apparue dans les années 80 a abouti à des choses comme Lehman Brothers, donc il faudra faire très attention quand tout sera tokenisé. Bon, on reparlera de régulation certainement pour tout ça. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Grégory Raymond, cofondateur et directeur de la recherche de The Big Whale, Adli Takalbatay, président du Cercle du Coin et associé de Shift Capital. Vous retrouvez lundi dès 15h le Club BFM Crypto, mais soyez là demain à 15h puisque c'est les pros des cryptos avec Guillaume Sommerer. Bonne journée, bonne soirée. BFM Business, BFM Crypto, le club.